Mais comme j'aime bien respecter le... Alors, bonjour, on va commencer le cours dans 5 minutes. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Merci, c'est bon, j'ai bien reçu, merci. شوفي هذه كما قال يطلع الدرب الصغير ثم كاين الصغير دوكا كيفاش نمشي كليكي هنا ديالكم كليكي برك ولا دوري ما نقدرش j'aime bien هذا لا شاف ولا دوري très bien Alors, s'il vous plaît, on va faire le cours et à la fin du cours, vous pourrez me poser vos questions. OK? Très bien. Allez, on va commencer. Alors, donc le cours d'aujourd'hui, la maladie ulcéreuse gastro-duodénale et son traitement. Alors, comme vous le savez, la maladie ulcéreuse est définie comme une perte de substance. C'est une destruction locale de la muqueuse, que ce soit gastrique ou duodénale. Alors, duodénale, c'est surtout le bulbe, donc qui va toucher. Alors, vous allez voir sur cette image, donc la perte de substance, elle va toucher la muqueuse, la sous-muqueuse, jusqu'à la musculeuse. Donc, et au fond du cratère ulcéreux, il va y avoir une réaction inflammatoire et fibreuse qui va laisser une cicatrice à la fin, donc après le traitement. Alors, ce qui différencie l'ulcère des autres pertes de substances, alors par exemple, on dit aussi il y a ulcération, érosion. Alors, quelle est la différence entre ces différents termes? Alors, l'ulcération, c'est une perte de substance qui touche que la muqueuse et la sous-muqueuse, sans toucher la musculeuse. Et il n'y a pas de réaction inflammatoire. Pour l'érosion, c'est encore plus superficiel. C'est une perte de substance qui ne touche que la muqueuse. Donc, et à la différence de l'ulcère, lorsque l'ulcération et l'érosion cicatrisent, il n'y aura pas guérissent, il n'y a pas de cicatrice. Alors, maintenant, quel est l'intérêt de la question? Pourquoi on étudie cette maladie? D'abord parce que c'est une maladie très fréquente dans notre pays, avec de très lourdes
conséquences socio-économiques, que ce soit l'absentéisme, donc beaucoup de malades, lorsqu'ils sont malades, ne partent pas soit travailler, soit étudier, le coût des explorations, ça nécessite beaucoup d'argent, et le traitement. Et notamment le traitement en rapport avec l'automédication. Beaucoup de malades négligent de consulter et préfèrent acheter eux-mêmes le traitement, notamment les antiacides. Alors, pour la morbidité, c'est une maladie qui reste relativement bénigne, mais sa dangerosité, c'est en rapport avec le survenu de complications qui peuvent être mortelles, notamment la perforation, l'hémorragie ou la sténose. Alors, et ce qui a révolutionné la prise en charge de la maladie ulcéreuse, c'est la découverte d'une bactérie qui vit au niveau de l'estomac, qui est l'Helicobacter pylori, et aussi l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, ce médicament et la découverte de cette bactérie ont vraiment changé notre prise en charge de cette maladie qui est devenue une maladie plus facile à gérer et à traiter. Alors, sur le plan épidémiologique, vous allez voir que l'ulcère duodénal est plus fréquent que l'ulcère gastrique. Et c'est une maladie, la maladie ulcéreuse est relativement une maladie de l'homme plus que de la femme. Alors regardez, pour l'ulcère duodénal, c'est 3 fois, elle touche 3 hommes pour une femme. Et également pour l'ulcère gastrique, plus d'hommes que de femmes. Alors pour l'âge, l'ulcère duodénal vers la quarantaine, cinquantaine. Par contre, pour l'ulcère gastrique, c'est plus tard, 50 ans, 60 ans. Et comme vous voyez, la mortalité, elle est relativement faible. 1% pour l'ulcère duodénal, à peu près 2,5% pour l'ulcère gastrique. Alors, sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qui déclenche l'apparition d'un ulcère? Alors d'abord, il faut revenir à la physiologie. Alors, à l'état normal, si vous vous rappelez votre physiologie, il y a un équilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense. Comme vous le savez, notre estomac, il contient de l'acide pour la digestion des aliments. Mais comment ça se fait que cette acidité ne détruit pas notre propre paroi gastrique? Grâce à des facteurs de protection. Alors, le mucus qui forme comme un film protecteur, les bicarbonates qui vont tamponner l'acidité, les prostaglandines qui protègent l'estomac, également le flux sanguin artériel. Donc, plus un sujet il est jeune, le flux il est régulier et les facteurs de croissance sont importants. Donc, ça permet de réparer les cellules si elles sont détruites. Donc, il y a un équilibre entre ces facteurs de protection et les facteurs d'agression. Les facteurs d'agression, l'hyperacidité gastrique, l'Helicobacter pylori, la pepsine qui participe à la digestion et l'hypoxie. L'hypoxie, donc c'est-à-dire diminution du flux sanguin artériel. Alors, donc dès qu'il y a une rupture ou un déséquilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense, ça va entraîner une autodigestion localisée au niveau de la muqueuse, c'est-à-dire le point de rupture de ces agressions. Alors, déséquilibre, soit augmentation des facteurs d'agression, soit diminution des facteurs de protection gastrique. Donc, dans l'un ou dans le premier cas, donc diminution des facteurs de protection, ou dans le deuxième cas, augmentation des facteurs d'agression, diminution des facteurs de protection, augmentation des facteurs d'agression, s'il y a un déséquilibre, apparition de la maladie ulcéreuse. Alors, maintenant, il y a des facteurs qui favorisent ce déséquilibre. Alors, premièrement, le tabac. Le tabac, il est très néfaste pour l'estomac, pas seulement pour le poumon. Alors, il augmenterait le risque de survenue de l'ulcère, diminue la vitesse de cicatrisation, augmente le risque de récidive et augmente les complications. Alors, comment expliquer la dangerosité du tabac? Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Ce serait probablement en rapport avec la diminution de la sécrétion des bicarbonates. Donc, vous voyez, il y a une diminution des facteurs de protection. Alors, l'alcool, malgré le fait que ce soit un produit toxique, il n'a pas un effet direct sur l'apparition de l'ulcère. Alors, certains autres facteurs, comme on a dit, les pathologies chroniques, donc qui entraîneraient une hypoxie cellulaire, comme l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale chronique, favoriseraient l'apparition de la maladie ulcéreuse. Enfin, les états de stress, que ce soit un stress aigu ou les stress chroniques, tout cela favoriserait la maladie ulcéreuse. Maintenant, on va voir les médicaments gastrotoxiques. L'aspirine. L'aspirine, même à faible dose. Vous savez qu'on peut l'utiliser à 100 mg comme action anti-agrégat plaquettaire. Même à faible dose, donc elle conserve un potentiel ulcérogène. Également, les INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, comment les INS sont des médicaments gastrotoxiques? C'est en même temps, quand ils inhibent l'inflammation, les COX-1, COX-2, ils inhibent ces enzymes de l'inflammation, ils vont en même temps inhiber la fabrication des prostaglandines. Et comme vous savez, les prostaglandines protègent l'estomac.
Donc, il diminuerait la protection de l'estomac. Également, les corticoïdes, le même effet que les INS. Enfin, l'Helicobacter pylori, qui est un facteur de risque très important. Alors, l'Helicobacter pylori. Alors, sa découverte, elle n'est pas très ancienne. Il y a à peu près une quarantaine d'années qu'il a été découvert. Alors, c'est le chef de file des nouveaux genres bactériens. Avant les années 80, on ne savait pas son existence. C'est une bactérie gram négatif, aspic hélicoïdale, spiralée, très mobile. Et regardez, elle est adaptée à la vie en milieu gastrique, qui est caractérisée par son extrême acidité. Je vais vous expliquer après comment une bactérie peut vivre en milieu acide. Alors, bon, cette bactérie, elle ne vit que chez l'être humain. Elle ne vit pas chez les animaux, que l'être humain. Et elle ne vit qu'au niveau de l'estomac. Alors, sa transmission, elle n'est que interhumaine, comme elle ne vit que chez l'être humain, donc elle se transmet d'homme à homme. Transmission orale. Orale, donc les mains sales, donc surtout on les voit dans les pays avec un bas niveau socio-économique. 50% de la population mondiale en est porteuse. Quand vous voyez cette carte géographique, vous voyez, regardez ici l'Afrique, presque 90%, l'Asie, 70%, l'Amérique du Sud. Par contre, les pays riches, comme l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, donc un faible pourcentage. Il y a une seule exception, un pays riche, mais qui est beaucoup contaminé par l'Helicobacter pylori, c'est le Japon. Le Japon, c'est le seul pays riche avec un haut niveau socio-économique et malgré ça, regardez, presque 70% de la population qui est touchée. Alors, maintenant, comment expliquer le pouvoir pathogène de l'Helicobacter? Comment l'Helicobacter arrive à vivre dans le milieu acide de l'estomac? Alors, grâce à une enzyme qu'elle possède, l'uréase. Rappelez-vous toujours de l'uréase. L'uréase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégrade l'urée qui est présent au niveau de l'estomac. D'abord, s'il vous plaît. D'abord, l'HP, l'Helicobacter pylori, il vit à la surface de l'estomac. Il ne pénètre pas à l'intérieur des cellules. Vous voyez cette image? Toujours à l'extérieur, à la surface. On a dit, il possède l'uréase. L'uréase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégrade l'urée. Elle dégrade l'urée et qu'est-ce qu'elle va produire? De l'ammoniac et de la bicarbonate. Bicarbonate qui après va donner le CO2. Alors, et qu'est-ce que fait le bicarbonate? Il va tamponner l'acidité gastrique. Donc, regardez, l'HP, en dégradant l'urée, il se crée une bulle de bicarbonate. Et c'est grâce à cette bulle qu'il arrive à survivre. Et c'est l'ammoniac qui entraîne une réaction inflammatoire au niveau de la muqueuse gastrique, qu'elle soit au début, elle est aiguë, puis chronique. Alors, maintenant, l'infection Helicobacter. Toute infection va entraîner une gastrite chronique, 100%, mais elle est à 80% asymptomatique. Donc, des personnes qui ont l'Helicobacter, comme nous, notre pays, socio-économiquement, c'est pas le... Donc, presque, on est tous infectés. Mais malgré cela, asymptomatique, on arrive à vivre en bonne intelligence avec cette bactérie. Chez certains patients, à peu près 5 à 10%, elle peut entraîner des difficultés à digérer, ce qu'on appelle la dyspepsie fonctionnelle, sans lésion au niveau gastrique, c'est fonctionnel. Dans 10% des malades, apparition de la maladie ulcéreuse. Chez certains patients, la gastrite chronique devient atrophique, donc il y a dégradation des cellules. Atrophique, l'atrophie va être remplacée par la métaplasie. Métaplasie va donner lieu à de la dysplasie, qu'on verra après, on verra dans le prochain cours des gastrites chroniques. Et la dysplasie va être remplacée par de la néoplasie et c'est le cancer. C'est pour cela, l'infection à Helicobacter peut faire le lit du cancer de l'estomac. Et nous avons aussi un faible pourcentage du lymphome gastrique. Donc, la contamination se fait à un très jeune âge, regardez, 1 an à peu près, entre la maman qui transmet l'Helicobacter à son enfant et au cours de l'évolution des années, sujet âgé, on peut développer le cancer. Alors maintenant, il y a d'autres particuliers en dehors de l'Helicobacter. Il y a des cas où il y a une hypersécrétion acide, sans rapport avec l'Helicobacter pylori. C'est ce qu'on appelle, par exemple, le cas du gastrinome ou le syndrome de Zollinger-Ellison. Alors, c'est quoi le gastrinome? C'est une tumeur qui sécrète de la gastrine. Alors, vous savez, vous rappelez la physiologie, la gastrine. La gastrine, c'est une hormone. Lorsqu'elle augmente, elle va déclencher la sécrétion de HCl. Lorsque l'HCl augmente, par feedback négatif, il va inhiber la sécrétion de la gastrine, ça chez un sujet normal. Mais s'il y a une tumeur qui sécrète en permanence de la gastrine,
Donc, le feedback négatif ne marche plus. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une hyperacidité continue qui va entraîner les lésions gastro-duodénales. Heureusement, c'est une tumeur qui reste rare. Alors, elle siège gastrine. Le gastrinome ne siège pas au niveau de l'estomac. Il siège surtout au niveau du pancréas et du duodénum. Alors, cliniquement, ça va donner une maladie ulcéreuse atypique. On va voir après le typique, et souvent associée à une diarrhée chronique sans lésion ni duodénale ni colique. Alors, comment on fait le diagnostic? Donc, le schisme, donc on mesure l'acidité, on va trouver une hypersécrétion de l'HCl, la gastrinémie dans le sang, le taux de gastrine dans le sang très élevé, et c'est grâce à l'écho-endoscopie qui va nous permettre de diagnostiquer la tumeur parce que souvent, c'est des très, très petites tumeurs qui passent inaperçues au scanner abdominal. Bien sûr, le traitement, au début, on peut donner des IPP à forte dose, mais surtout le traitement définitif s'il faut enlever cette tumeur. Donc ça, c'est le syndrome de Zollinger-Ellison, le gastrinome qui va donner une hypersécrétion acide. Alors aussi, d'autres cas d'hyperacidité, c'est l'hyperparathyroïdie. L'hyperparathyroïdie va entraîner une hypercalcémie et l'hypercalcémie peut entraîner une hypersécrétion acide et une hypergastrinémie. Aussi, la pancréatite chronique. Dans cette pancréatite chronique, on peut avoir aussi une hyperacidité, mais ça reste relativement rare par rapport aux premières étiologies. Alors maintenant, on va passer au diagnostic clinique. Comment on va diagnostiquer notre maladie ulcéreuse? Alors, d'abord, nous avons le syndrome typique. Déjà, lorsque le malade vous donne ces symptômes, vous devinez que c'est une maladie ulcéreuse. D'abord, c'est des douleurs de type épigastrique qui siègent au niveau de l'épicase, à type de brûlure ou à type de crampe. Et surtout, elles sont rythmées par les repas, c'est-à-dire elles sont postprandiales tardifs, soit 30 minutes, 1 heure à 2 heures, 3 heures après le repas. Et elles réveillent, comme elles sont postprandiales tardives, le malade, il va dîner le soir, il va aller dormir, ça va le réveiller la nuit. Il a besoin de se réveiller, il a besoin d'aller manger même un morceau de pain pour calmer cette douleur. Parce que, comme on dit, la douleur, elle est calmée par l'ingestion immédiate d'aliments ou alors mieux, l'absorption d'antiacides. Ça, c'est le syndrome douloureux ulcéreux typique. Donc, douleur épigastrique, à type de crampe ou à type de brûlure, postprandial tardif, calmé par l'ingestion d'aliments. Alors, on peut avoir un syndrome atypique, donc aucune spécificité. Ça peut être des vomissements, révélés par des vomissements, révélés par une dyspepsie, c'est-à-dire difficulté à digérer. Donc là, dès que le malade mange, ils sont comme une pesanteur au niveau de l'estomac. Ou alors des formes hyperalgiques. Hyperalgiques, donc c'est des douleurs insupportables au niveau de l'estomac, donc qui simulent un tableau chirurgical. Et chez le sujet âgé, c'est encore plus grave, ça peut être asymptomatique. Un sujet âgé, il est porteur de l'ulcère, il ne le sait pas. Et souvent, ça va être révélé par quoi? Par une complication, que ce soit une perforation ou une hémorragie. Alors, l'examen clinique au cours de la maladie ulcéreuse, normal, il peut être normal. Au maximum, on peut avoir une sensibilité épigastrique, mais l'abdomen, il reste souple. Alors, maintenant, l'ulcère peut être révélé directement par une complication, que ce soit l'hémorragie, la sténose ou la perforation. Alors maintenant, comment on va explorer, comment on va mettre en évidence notre maladie ulcéreuse? Alors, la fibroscopie oso-gastro-duodénale, c'est le meilleur examen. Simple, facile, rapide, sensible, spécifique, on peut le refaire sans problème. Alors, donc, ça permet de voir l'ulcère, mais également, ça permet de faire des biopsies et de rechercher les lycopartères. Donc, ça permet de le voir, cet ulcère-là, la topographie, l'aspect macroscopique, le nombre, est-ce que c'est un seul, plusieurs, sa taille, est-ce qu'il y a des signes associés? Et enfin, lorsque l'ulcère cicatrice, on avait dit qu'il laisse une cicatrice. Eh bien, on peut voir cette cicatrice, une zone déprimée où convergent des plis, un petit point pseudo-diverticulaire. Ou alors, au niveau du bulbe, c'est directement une déformation du bulbe. Donc, on peut suspecter, voire deviner qu'il y a eu que ce malade-là, ce bulbe, donc, était le siège d'un ulcère. Alors, maintenant, on va voir. Il y a une différence entre l'ulcère duodénal et, s'il vous plaît, suivez-vous bien moi, vous me suivez sur ce point-là. Alors, pour l'ulcère duodénal, c'est donc duodénal, c'est-à-dire au niveau du bulbe. Alors, pas de substance plus ou moins profonde. Alors, regardez, c'est des taches blanchâtres, c'est de la fibrine, blanc jaunâtre comme ça.
D'accord? Donc, soit, regardez, ici, on est au niveau du bulbe. Donc, soit la face antérieure, au niveau de la face antérieure, soit au niveau de la face postérieure. Et la particularité, c'est cette face-là, postérieure, là où il est le curseur, face postérieure. Alors, c'est à ce niveau-là que passe l'artère gastro-duodénale. Donc, imaginez un ulcère profond qui va éroder l'artère gastro-duodénale, donc il va donner l'hémorragie cataclysmique. Donc, la dangerosité de l'ulcère de la face postérieure, c'est le risque d'hémorragie qui est plus important que la face antérieure. Alors maintenant, pour la forme, souvent, c'est des formes, la plus souvent, c'est des formes rondes. Il peut être irrégulier, c'est rare, linéaire, c'est-à-dire une ligne. Alors, salami, regardez ici, vous voyez, c'est-à-dire alors, donc on a dit les formes. Ronde, c'est la forme la plus fréquente. Il peut être aussi linéaire. Et salami. Salami, on dit salami, c'est en rapport comme kéchir. C'est rouge avec des petits points blancs. Blanc, ça c'est la graisse. Au cours de ça, ça donne l'aspect en salami. Donc, la muqueuse, elle est rouge avec des petits points blancs. Ça donne l'aspect salami. Alors, la taille, elle n'est pas, donc ça ne dépasse pas 1 cm. Alors maintenant, pour les biopsies. Pour les biopsies dans l'ulcère duodénal, les biopsies ne sont pas indispensables. On ne fait pas de biopsie parce que l'ulcère du duodénum, il est toujours bénin. Et on ne fait pas aussi un contrôle, c'est-à-dire on découvre un ulcère du duodénum, on le traite. À la fin du traitement, on ne fait pas une fibroscopie de contrôle, sauf si le malade il revient, il nous dit j'ai pris le traitement et les signes fonctionnels persistent. Ou alors, si l'ulcère a été révélé par une complication. Ou si le malade, il prend des INS où il a plusieurs tares, c'est-à-dire une insuffisance respiratoire, une insuffisance rénale. Là, on peut se permettre de faire une fibro pour être sûr à 100% de la cicatrisation de notre ulcère. Maintenant, pour l'ulcère gastrique, c'est autre chose. L'ulcère gastrique, pourquoi c'est différent? Parce qu'on peut avoir un cancer de l'estomac sous forme d'un ulcère. Donc, lorsqu'il y a un ulcère au niveau de l'estomac, on ne sait pas est-ce que c'est un simple ulcère ou un cancer sous forme d'un ulcère. Contrairement à l'ulcère duodénal, je vous ai dit, pour le duodénum, c'est toujours bénin. Par contre, au niveau de l'estomac, l'ulcère, donc il peut être bénin, il peut être malin. Donc, nous avons certains signes endoscopiques qui nous orientent. Donc, l'ulcère bénin, il est plutôt régulier, rond, ovale, taches blanchâtres. Les plis sont réguliers autour, la muqueuse, elle est régulière. Par contre, pour le cancer sous forme d'un ulcère, lorsque c'est un cancer, regardez ici, vous voyez ici, les bords sont nodulaires, irréguliers, épaissis, et la muqueuse, elle est infiltrée. Donc, déjà, l'aspect, il est suspect. C'est pour cela, que ce soit l'aspect bénin ou malin, il faut faire des biopsies dans l'ulcère gastrique, au moins une dizaine, dans les différents cadrans, les 4 cadrans. On fait des biopsies. Maintenant, si la biopsie, elle nous revient, nous dit non, c'est bénin, très bien, on traite notre ulcère et à la fin du traitement, on fait obligation de faire une fibroscopie de contrôle et faire des biopsies sur la cicatrice. Parce qu'il y a certains cancers gastriques qui peuvent eux aussi cicatriser sous le traitement. D'accord? Donc, ulcère gastrique, toujours faire des biopsies. On traite le malade, à la fin du traitement, on fait une fibroscopie de contrôle avec des biopsies. Maintenant, on a fait notre fibro de contrôle. S'il n'y a pas de cicatrisation, si au contraire, augmentation de la taille et la biopsie, elle est suspecte, elle ne nous dit pas que c'est un cancer, mais on n'est pas sûr. On est en droit d'envoyer le malade directement en chirurgie pour être opéré. Alors, maintenant, on récapitule sur le suivi endoscopique. Toujours contrôler un ulcère compliqué, quel que soit le siège, même si c'est un ulcère duodénal, s'il a été révélé par une complication, il faut faire une fibroscopie de contrôle. Pas la peine de faire des biopsies. Alors, en cas maintenant d'ulcère duodénal non compliqué, duodénal, aucun contrôle endoscopique n'est nécessaire, bien sûr, sauf si persistance, on a dit des symptômes. Maintenant, en cas d'ulcère gastrique, compliqué ou non compliqué, contrôle endoscopique s'impose à la fin du traitement pour refaire des biopsies.
Alors maintenant, la radiologie. Est-ce qu'il y a une place de la radiologie dans le diagnostic de la maladie ulcéreuse? Le TOGD, le transit œsogastro-duodénal, il a complètement perdu sa place. Depuis l'avènement, depuis l'arrivée de la fibroscopie haute, maintenant l'endoscopie, il n'a plus sa place. Je vous ai simplement montré cette image. Là, regardez, perte de substance. Donc, ça va être une image d'addition. Ça va donner une niche. Donc, ça, c'est-à-dire pour l'image, pour l'iconographie seulement. D'accord? Mais sinon, le TOGD n'a plus sa place dans le diagnostic de la maladie ulcéreuse. Maintenant, il faut rechercher l'Helicobacter pylori. Comment on va le rechercher? Alors, soit grâce à des biopsies gastriques, on va voir comment. Dans le sang, les sérologies rechercher donc des anticorps. Dans les selles ou alors dans l'air expiré, ce qu'on appelle le test respiratoire. On va voir ça en détail. Alors, pour les méthodes, donc pour la biopsie, ça reste, vous savez, une méthode invasive. Vous faire des biopsies, donc c'est invasif. Alors, l'histologie. Donc, on envoie la pièce, la biopsie vers l'anapathe. Donc, l'histologiste, il va voir la lame, il va regarder, retrouver ces petites, donc les bacilles donc, qui bougent. Donc, excellente sensibilité et spécificité pour diagnostiquer la bactérie. Deuxièmement, le test à l'uréase. Test à l'uréase, c'est une réponse très rapide, au moins une demi-heure, par simple virage d'un indicateur de pH. C'est-à-dire l'endoscopiste, il fait une biopsie, il la met sur une lame, il a des bandelettes qui vont les mettre au contact de cette biopsie. Et on va avoir un changement de couleur. Si c'est, comme vous voyez, rose, c'est positif. Si c'est orangé, c'est négatif. Une bonne sensibilité, moins que l'histologie, à peu près 80%, mais il a le mérite d'être très rapide. Ça s'adresse surtout pour les cabinards, pour les gastro au niveau du cabinet. Donc, pour avoir rapidement une réponse, est-ce que le malade il est infecté par l'hélicobactère? Donc, on peut faire ce test. Sinon, la culture, mise en culture, prendre la biopsie et la mettre en culture. C'est la meilleure méthode pour le diagnostic. C'est la seule méthode totalement spécifique. Le problème, c'est que ça prend le délai de culture. Ça prend plusieurs jours. C'est pour cela qu'elle n'est pas d'utilisation courante. Et aussi l'intérêt, en plus du diagnostic, elle permet de faire un antibiogramme. Donc, on va cibler les antibiotiques qui vont détruire cette bactérie. Donc, c'est pour cela que ça reste la meilleure méthode, même mieux que l'histologie. Parce qu'elle donne en même temps le diagnostic et elle va cibler quel antibiotique on peut utiliser pour détruire cette bactérie. Alors, maintenant, les méthodes non invasives, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire des biopsies. Donc, on n'a qu'à faire un prélèvement sanguin. Donc, on va rechercher les anticorps, sérologie IgG. Donc, et la diminution significative des anticorps, elle va diminuer. Donc, si le malade est infecté, il va avoir des anticorps élevés. Mais pour que les anticorps, une fois l'éradication a été faite, ça prend à peu près 6 à 8 mois après l'éradication. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser cette technique pour faire le suivi. Est-ce que le malade a été éradiqué? Alors, nous avons aussi, on peut détecter l'hélicobactère dans les selles, peut utiliser surtout pour les enfants. Enfin, nous avons aussi une très bonne méthode qui est l'air expiré, ce qu'on appelle le test respiratoire à l'urée marquée au carbone, soit 13, soit 14. Excellente sensibilité, jusqu'à 100% et une bonne spécificité. Alors, cette technique, elle est surtout utilisée pour le contrôle de l'éradication après la fin du traitement. Alors, en quoi consiste cette technique? Alors, cette technique, un malade, on va lui donner à ingérer de l'urée qui est marqué au carbone, soit 13, soit 14. Alors, il va ingérer, c'est-à-dire par voie orale, il va boire donc l'urée dans de l'eau, il va le boire. Donc, si il a la bactérie, on a dit, elle possède l'uréase. Donc, l'uréase va dégrader l'urée marquée. Dégrader en quoi? Ammoniac, bicarbonate. Et le bicarbonate va donner le CO2 qui sera marqué et il va être expiré. On n'a qu'à collecter le CO2, collecter le CO2 et on va rechercher est-ce qu'il est marqué au carbone 13 ou 14. S'il est marqué, ça veut dire qu'il y a eu de l'uréase. S'il y a uréase, il y a une infection hélicobactère. Donc, cette méthode, elle est utilisée surtout après éradication, c'est-à-dire on sait que la maladie a un ulcère infecté à l'hélicobactère, on le traite à la fin du traitement. Au lieu de faire la fibroscopie et refaire des biopsies, c'est plus rapide, plus facile et moins dérangeant pour le patient. Donc, ça, le test respiratoire, son indication, c'est contrôler l'éradication de l'hélicobactère après la fin du traitement.
Maintenant, on va voir le diagnostic différentiel. Qu'est-ce qui n'est pas un ulcère? D'abord, tout ce qui est pathologie fonctionnelle, c'est-à-dire devant des symptômes, devant des épigastralgies. Donc, d'abord, la dyspepsie non ulcéreuse. Il existe des formes de dyspepsie, c'est-à-dire difficultés à digérer qui ne sont pas dues à l'hélicobacter pylori. Maintenant, la pathologie organique. Pardon, il y a un problème. Alors, maintenant, la pathologie organique. Alors, pathologie organique, devant des épigastralgies, devant douleur des épigastralgies, s'il vous plaît. Vous avez vu que la malulcère, c'est une pathologie sujet à partir de 40 ans, 50 ans. Toujours penser à un syndrome coronarien, un IDM, surtout l'IDM postéro-diaphragmatique. Donc, il peut, c'est l'IDM postéro-diaphragmatique. Alors, donc, le syndrome coronarien, pensez toujours devant des épigastralgies comme diagnostic différentiel de l'ulcère, toujours penser épigastralgie devant des épigastralgies, un homme âgé à partir de la quarantaine, cinquantaine, toujours penser à éliminer un infarctus postéro-diaphragmatique du myocarde. Un simple ECG vous permet, c'est plus grave d'avoir un IDM que d'avoir un ulcère. Alors aussi, autre diagnostic différentiel, c'est la douleur biliaire, colique hépatique, douleurs pancréatiques ou les douleurs coliques. Alors, aussi, devant maintenant, c'est plus devant les symptômes, on découvre un ulcère. Donc, qu'est-ce qui n'est pas un ulcère? Au niveau gastrique, on a dit. Au niveau de l'estomac, on a toujours peur que ce soit un cancer sous forme d'un ulcère, ou un lymphome, ou la maladie de Crohn, ou la tuberculose, qui peuvent aussi donner des ulcérations. Et là, c'est la biopsie qui va permettre le diagnostic. Au niveau du duodénum, c'est plus rare, on peut avoir des ulcérations d'origine de la maladie de Crohn. Et là, ça reste dans le cadre de toute une maladie. Il y a d'autres symptômes. Alors, maintenant, les complications. Alors, la première complication, c'est la plus fréquente. Alors, c'est l'hémorragie digestive haute. Presque 50% de toutes les hémorragies digestives hautes sont dues à un ulcère hémorragique. Donc, l'ulcère duodénal donne plus d'hémorragie que l'ulcère gastrique. Donc, l'hémorragie peut révéler, on a dit que si elle est asymptomatique, révéler la maladie. Heureusement, arrêt spontané dans 80%, mais la mortalité, elle est plus due à cette hémorragie. Et nous avons une classification, donc classification de l'ulcère hémorragique qui permet de prédire le risque hémorragique. Alors, nous avons 3 stades. Le stade 1A, c'est un saignement en G. Stade 1B, c'est un saignement en nappe. Là, le saignement en G, c'est surtout lorsqu'il touche l'artère gastro-duodénale. Le stade 2, stade E, c'est, donc là, vous voyez cette image, un vaisseau visible. Stade 2B, un caillot adhérent, c'est-à-dire le saignement s'est arrêté. Maintenant, nous avons de l'hématine. Stade 2C, c'est des taches pigmentées. Il reste quelques taches pigmentées. Le stade 3, c'est bon, un ulcère propre, il ne saigne plus. Et vous voyez, cette classification permet de prédire la récidive et la mortalité. Regardez, Forest 1, alors il y a le saignement en G. Regardez, le risque de mortalité jusqu'à 11%. Par contre, 2B, il y a maintenant un caillot, c'est 7%, et des taches pigmentées jusqu'à 2%. La deuxième complication, c'est la perforation. La perforation, elle va se révéler sous forme d'une douleur, forte douleur, en coup de poignard. Ça va donner au tableau une contracture, c'est-à-dire un ventre de bois, tableau de péritonite, et le diagnostic, bien sûr, grâce à un simple téléthorax et un ASP, où on va voir le croissant gazeux sous-diaphragmatique, donc soit bilatéral, soit à droite. Maintenant, la sténose. Pour la sténose, nous avons sténose, c'est pyloro-bulbaire. Donc, nous avons 2 types de sténose. Soit c'est une sténose que de l'inflammation, ou alors les plus avancées, c'est directement fibreuse. Alors, cliniquement, comment ça va se révéler? Par des vomissements postprandiaux, une distension gastrique. Bien sûr, le diagnostic sera fait grâce à la fibroscopie oso-gastro-duodénale. Maintenant, si la sténose elle est infranchissable, dans ce cas-là, on peut faire le TOGD, il va nous aider. Bien sûr, le traitement, bien sûr, c'est après rééquilibre. Il y a eu des hydratations, rééquilibre hydroélectrolytique. Les anti-H2, bien sûr, le traitement, c'est la chirurgie. On fait une petite pause.
de 5 minutes et on va reprendre le traitement. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à nos questions? Docteur? Le maximum 10.
Alors, on reprend la deuxième partie du cours qui est le traitement, la prise en charge thérapeutique de la maladie ulcéreuse. Alors, bon, sur le plan thérapeutique,